Parce que la vie sans musique serait une erreur. Du 78 tours au streaming. Ce n'est que de la musique. 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 Le podcast qui ne manque pas d'air. That's it. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 5e numéro de Ce n'est que de la musique, votre cours d'histoire musicale hebdomadaire. Alors avant de démarrer cette nouvelle émission, je vous rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur Instagram et Facebook, mais aussi réagir en écrivant un mail à ce n'est que de la musique@gmail.com, ce n'est que de la musique tout attaché sans apostrophe. Un mail envoyé, une réponse offerte. Franchement, on se fout pas de votre gueule ici. Ça y est, tout le monde est installé, vous avez sorti vos cahiers. Si vous étiez présent la semaine dernière, vous savez qu'aujourd'hui on va parler de quelques all-female bands, après avoir évoqué les girls group. Donc je rappelle qu'un girl group c'est un groupe où il n'y a que des chanteuses, alors que dans un all-female band, il y a en plus que des musiciennes. Dès les années 30, on recense quelques groupes de jazz entièrement féminins populaires. Les Melodies, menées par Ina Ray Houghton, ont été les premières à être enregistrées par Vocalion Records en 1934. Vocalion Records, c'est le label auquel on doit le mythique Crossroads Blues de Robert Johnson, et puis tout un tas de standards du blues de la fin des années 30. A new dance hit the town. It started getting round. It's something new I found doing Susie Q. Ina Ray Houghton jouait le rôle de chef d'orchestre, de chanteuse, de danseuse. Elle faisait aussi parfois des claquettes devant une quinzaine de musiciennes. Ina Ray Houghton a été recrutée à l'âge de 18 ans, alors autant pour ses talents de chanteuse et de danseuse que pour son physique, puisqu'elle était surnommée The Blonde Bombshell of Rhythm, la bombe blonde du rythme. En 1939, Miss Houghton dissout le groupe pour monter un autre groupe de jazz, uniquement masculin cette fois, pour reformer un big band féminin en 1950 à l'occasion du Ina Ray Houghton Show, émission diffusée de 1950 à 1956 sur le réseau de la Paramount Television. Autre groupe important de l'époque à signaler, The International Sweethearts of Rhythms, les fiancées internationales du rythme. Alors par international, il faut comprendre non blanche, car toutes les jeunes filles de cet orchestre créé en 1938 sont au départ des jeunes filles issues d'une école pour afro-américains pauvres. La majorité des membres étaient des orphelines, à l'instar d'Ellen Jones, la première leaduse du groupe, qui avait été adoptée par le créateur et directeur de l'école, Lawrence C. Jones. Ce dernier s'est inspiré d'Ina Ray Houghton et des Melodies, mais l'idée principale c'était quand même de faire tourner un groupe pour lever des fonds en faveur de son école, quitte à négliger l'instruction des élèves. Certaines filles se sont enfuies du tourbus quand elles ont compris qu'elles ne seraient pas diplômées à la fin de l'année pour cause d'absences répétées en cours. Et oui, on peut pas être à la fois en tournée dans tout le sud des États-Unis et en classe. Si encore à l'époque on peut faire des cours en visio ou en podcast, vénard que vous êtes. En 1941, les Sweethearts deviennent professionnels et ont rapidement pas mal de succès, enchaînant les concerts, quasiment exclusivement pour un public afro-américain, car comme l'écrivait le critique Leonard Feather, If you are white, whatever your age, chances are you have never heard of the Sweethearts. Si vous êtes blanc, quel que soit votre âge, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais entendu parler des Sweethearts. En une semaine, au Howard Theatre d'Atlanta, elles vont vendre 35 000 billets. Alors n'imaginez pas que les filles avaient la grande vie. Primo, à cause de la ségrégation, le groupe ne sortait du tourbus que pour monter sur scène. Les répétitions, les cours et bien sûr les nuits se passaient à l'intérieur du bus. Et financièrement, c'était pas top non plus, même si ça s'est beaucoup amélioré par la suite. The original members received $1 a day for food plus $1 a week allowance for a grand total of $8 a week. They went on for years until we got a substantial raise to $15 a week. By the time we broke up, we were making $15 a night, 3 nights a week. Les premiers membres recevaient $1 par jour pour la nourriture et $1 par semaine d'allocation, soit un total de $8 par semaine. Cela a duré des années, jusqu'à ce que nous obtenions une augmentation substantielle, à savoir $15 par semaine. Lorsque nous nous sommes séparés, nous gagnions $15 par nuit, 3 nuits par semaine. Et vu l'époque, les Sweethearts vont faire quelque chose à la fois de révolutionnaire, mais aussi d'extrêmement dangereux. Intégrer des blanches au sein de leur orchestre. Alors pour éviter les ennuis, les recrues devaient porter sur scène un maquillage très sombre et faire croire qu'elles étaient métisses avec une mère blanche et un père noir. Un jour, parce qu'un shérif texan suspicieux trouva une photo des parents de Rose Crone dans son portefeuille et donc constata que Rose était blanche et non métisse, celle-ci dut passer une nuit en prison. On rappelle que son crime était juste de jouer du saxophone avec des afro-américaines. Bienvenue en 1943. De l'autre côté de l'Atlantique, la BBC recrute en 1943 le swing band féminin mené par Ivy Benson.
Ivy Benson est née à Leeds en 1913, son père joue du trombone, comme Mona Lisa Clarkson, un bon point si vous avez la ref. Son père joue du trombone donc à l'orchestre symphonique de Leeds et apprend le piano à la petite Ivy. Elle commence à jouer dans les clubs pour ouvriers dès l'âge de 8 ans, et puis l'année suivante à la radio dans un programme pour enfants de la BBC. Son père espérait qu'elle devienne pianiste concertiste, mais la petite Ivy a la révélation en entendant un jour un disque de Benny Goodman. Elle apprendra à jouer de la clarinette et du saxo pour devenir musicienne jazz. Ivy Benson quitte l'école à 14 ans, devient ouvrière dans une usine textile et joue en parallèle dans les bals, tout ça pour s'acheter un saxophone flambant neuf. À 16 ans, elle rejoint son premier groupe, celui d'Edna Crutzen, avec lequel elle tournera jusqu'en 1935. Ivy se fait une solide réputation de soliste et part pour Londres à la fin des années 30 pour monter son propre groupe féminin. Il faut dire que comme les hommes étaient très occupés au début des années 40, il y avait beaucoup d'opportunités pour les femmes dans le milieu du spectacle. La BBC recrute donc Ivy Benson et ses girls pour être son groupe président. Les filles vont devenir de grandes vedettes en Angleterre, au point des têtes d'affiche pendant 6 mois au London Palladium. Elles vont également jouer lors des célébrations de la victoire à Berlin le 8 mai 1945 et aussi à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres en 1948. Le line-up va subir de nombreux changements, notamment après-guerre car quelques musiciennes vont épouser des GIs rencontrés en tournée, mais malgré tout, et tout en essayant de s'adapter aux différentes modes, le groupe d'Ivy Benson va continuer à jouer jusqu'en 1982. Well, if you want a sweet kiss, then honey, let me know. And if you want to live in bliss, then darling, tell me so. 'Cause if you want me to want you, you gotta let me know. Le rock'n'roll va émanciper la jeunesse de la fin des années 50, début des années 60 et donner envie de monter des groupes. Alors si on a vu apparaître rapidement toute une génération de chanteuses, que ce soit en solo ou via des girls groups, il faut attendre 1964 pour qu'enfin un groupe totalement féminin soit signé sur une major. Cet honneur revient à Goldie and the Gingerbreads, Goldie et les pains d'épices. En 1962, Genia Ravan, que sa mère surnommée Goldie, rencontre dans un club Ginger Bianco. Genia est la chanteuse du groupe Les Escorts, un groupe dans lequel figure Richard Perry. Richard Perry deviendra plus tard un producteur de renom, avec à son palmarès des albums pour Fats Domino, Art Garfunkel, Diana Ross, Rod Stewart, Ringo Starr, Ray Charles et on en parlera tout à l'heure. Ginger, elle, est batteuse dans le groupe d'un des potes de Perry. Les deux femmes sympathisent bien et ont rapidement l'idée de monter un groupe de rock féminin qui s'appellera donc Goldie and the Gingerbreads. Encore faut-il trouver d'autres membres. Une pianiste est rapidement recrutée, ce sera Margot Lewis. Il ne manque qu'une guitariste et là c'est beaucoup plus dur. Quand il faut assurer des concerts, on trouve des intérimaires, mais quand il faut partir en tournée en Allemagne et en Suisse avec Chubby Checker, on joue à 3 sans guitariste. Alors Chubby Checker, vous connaissez sans doute son plus gros tube. En 1963, le groupe trouve en Carol McDonald sa guitariste. Celle-ci en plus sait chanter et a un contrat avec Atlantic Records, ce qui en termes de relation peut toujours servir. Un premier single, Skinny Vinny, est publié chez Spoken Records, un label de Scepter Records, une maison de disques new-yorkaise fondée par une femme, Florence Greensberg. Alors en fait, ce titre, c'est une reprise du Skinny Mini de Bill Haley, mais avec une légère modification des paroles. En 1964, une soirée est organisée en l'honneur de Jane Holzer, une actrice qui faisait partie de l'entourage d'Andy Warhol, la première de ce qu'on appelait les Warhol Superstars. En gros, ce sont les artistes promus par Warhol pendant les années 60-70 au sein de la fameuse Factory. Alors pour cette soirée, on demande à Goldie et les Gingerbreads de faire un petit concert histoire d'animer la soirée. Alors les filles impressionnent les invités par leur musique et leur présence sur scène. Dans la salle, parmi les VIP, se trouvent tout simplement les Rolling Stones au grand complet, mais surtout Ahmet Ertegun, président d'Atlantic Records, qui les signe sur le champ. Plus tard, les filles font connaissance avec Eric Burdon et les Animals, dont le manager va leur faire signer un contrat pour une tournée en Europe. Elles vont partager l'affiche en Angleterre avec les Animals, bien sûr, mais aussi les Stones, les Beatles, les Kinks, les Yardbirds, ce qui fait quand même pas mal sur un CV, avouez-le. Ensuite, un petit tour sur le continent, principalement en Allemagne de l'Ouest, mais aussi un concert à l'Olympia, qui, malgré des problèmes techniques, va être un grand succès pour Goldie et ses pains d'épices. Malheureusement, l'Amérique du Nord va être moins accueillante pour les filles, puisque même si c'est nouveau, des filles qui font du rock ne s'intéressent pas les promoteurs ni les propriétaires de clubs. Les singles ne montant pas très haut dans les charts, l'argent ne rentre évidemment pas beaucoup. De plus, la personnalité de Genia Ravan était de moins en moins supportée par les autres membres du groupe. L'aventure Goldie and the Gingerbreads se termine en 67 avec seulement 7 singles enregistrés. Mais cela sera suffisant pour qu'en 2011, le Rock'n'Roll Hall of Fame inclue le groupe dans une exposition intitulée Women Who Rock, Vision, Passion, Power. On va écouter tout de suite No Win de Goldie et les Gingerbreads,
tout de suite dans Ce n'est que de la musique. Alors je préfère vous prévenir, le son est un peu pourri, mais bon, on est en 1964. That you'll never call again, that my world is gonna end, that you hold me tight and never let me go, not like before. Used to kiss me lovingly, not the way it used to be. Oh, pain gets deep, I'm starting to let go. Oh, no, 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 and please, please, oh, don't go. That you're loving someone new, more for me and not for you. Every time I hear our old favorite records of me play, oh, friends, please say I'll never love again. Baby, why'd you go? Why'd you go and make it? Oh, oh, why'd you go? Baby, why'd you make it so? Please, please don't go away. That we'll never touch again, that my life is gonna end, just to bear the pain, but knowing life without you just in vain. As I try hard to contain all the shock and cutting pain, I know that I'll let go and then just go insane. Oh, I'm sad and say, hey, baby, friends feel the pain now. Now, no, don't tell me no. Got to go back. Oh, it's driving me insane. I'm talking about the pain. Man, I love you, baby. I'm telling you right here. But please don't make me decide between you and a bottle of beer. Baby, come on. Well, come on over to my side, baby. My side. Well, I may not live past 21, but woo, what a way to die. Your loving fluctuates, baby, and everybody knows. But the temperature always stays the same on an ice cold bottle of froze. So, baby, come on over. Come on over to my side. Come on over, honey. Well, I may not live past 21, but wow, what a way to die. When I start my drinking, my baby throws a fit. So I just blister out of my mind with 16 bottles of Schlitz. And baby, come on over. Oh, come on over to my side. Come on over. Well, I may not live past 21, but woo, what a way to die. You got the kind of body that makes me come alive. But I'd rather have my hands wrapped around a bottle of Coke 45. And baby, come on over. Well, come on over to my side. Are you coming or not, baby? But I may not live past 21, but wow, what a way to die. Après Goldie and the Gingerbreads, vous avez entendu What a Way to Die des Pleasure Seekers, un groupe de Détroit. Mais avant de parler des Pleasure Seekers, je vais mentionner deux autres groupes féminins de la même époque, c'est-à-dire le milieu des années 60. Tout d'abord les Pandoras, qui furent un des premiers groupes de filles à écrire ses propres compos et avoir un peu de succès avec, mais seulement dans les États-Unis, notamment avec About My Baby.
Ces Pandoras-là, il ne faut pas les confondre avec un autre groupe, nommé également les Pandoras, mais qui va se former 15 ans plus tard. Là encore, on est sur un groupe de filles totalement féminin, 100% donc, mais plutôt de la côte ouest, puisqu'elle vient de Californie, et qui se baladera entre punk, garage rock et hard rock. Mais restons encore un peu aux années 60 et dans le garage rock. 4 membres de l'équipe de basket d'un lycée de Nashville décident de monter un groupe de rock à l'automne 66. Le groupe va s'appeler les Pivots, ce qui est en raccord avec leur sport de prédilection. Et avec l'arrivée d'une 5e membre, le casting est complet et les Pivots deviennent The Feminine Complex. Hide and seek a rose in your garden. Can you find yourself? Hide and seek a rose in your garden. Can you Elles n'auront le temps de sortir qu'un album, Live in Love, un album assez hétérogène puisqu'on passe assez vite du rock psychédélique à une douceur à la couleur Motown ou une chanson qui aurait pu être écrite par Burt Bacharach. Ceci dit, l'album est vraiment pas mal, sauf que ce sont pas les filles de Feminine Complex qui jouent dessus, mais des musiciens de studio. Il faudra attendre 1996 et la réédition du disque pour que les démos sur lesquelles joue vraiment le groupe soient intégrées à l'album. Can you find yourself? Retour sur les Pleasure Seekers. Elles viennent de Détroit et le groupe s'est créé sous l'impulsion des sœurs Quattro, Patty, Suzy et Arlene. En 64, comme énormément d'adolescents américains de l'époque, Patty voit les Beatles à la télé américaine et décide immédiatement de former un groupe de filles. Alors elles vont jouer du rock, mais contrairement à Goldie and the Gingerbreads, qui elle avait un look de maman bien sage, les Pleasure Seekers vont essayer d'attirer l'attention grâce à leur look. Mini-jupes et bottes hautes seront leurs armes pour se faire remarquer. Et comme le dira plus tard Suzy Quattro, C'était un mal nécessaire dans la recherche du succès. est-ce que finalement ce look de bimbo va les desservir? Ou bien tout simplement c'était trop tôt, mais en tout cas personne ne les prendra vraiment au sérieux. Alors leur renommée ne dépasse pas Détroit, et en 69, les filles décident de changer de nom. Le groupe s'appellera désormais Cradle et se tournera vers un rock plus lourd. Le groupe finit par se séparer en 71, Suzy Quattro part pour l'Angleterre et va devenir la première femme leader d'un groupe de glam rock. Elle aura pas mal de succès là-bas pendant toutes les années 70 et va influencer tout un tas de rockeuses par la suite, à commencer par Joan Jett. On laissera à Suzy Quattro elle-même le soin de faire le bilan de son œuvre. En 2012, elle déclarait Before I did what I did, we didn't have a place in rock and roll. Not really. I was first to be taken seriously as a female rock and roll musician and singer. That hadn't been done before. I played the boys at their own game. For everybody that came afterward, it was a little bit easier. Which is good. I'm proud of that. If I have a legacy, that's what it is. Avant de faire ce que j'ai fait, nous n'avions pas de place dans le rock'n'roll. Pas vraiment. J'ai été la première à être prise au sérieux en tant que musicienne et chanteuse de rock'n'roll. Cela n'avait jamais été fait auparavant. J'ai pris les garçons à leur propre jeu. Pour toutes celles qui ont suivi, c'était un peu plus facile, ce qui est une bonne chose. J'en suis fière. Si j'ai un héritage, c'est celui-là. Alors maintenant, il faut que je vous parle des Shags, un groupe culte de la fin des années 60. Alors je mets des guillemets à culte, vous allez comprendre. C'est une histoire assez dingue, une histoire qui ressemble à celle des sœurs Williams. Si vous avez vu le film La méthode Williams avec Will Smith, vous allez comprendre de quoi je parle. Alors parfois, le surnaturel s'invite dans l'histoire de la musique. Par exemple, lorsque le petit Jim Morrison a eu des visions, lors d'un accident de la route impliquant des Indiens, il a cru voir les âmes des victimes flotter autour de lui, et c'est ce qui a peut-être changé le cours de sa vie. Eh bien, pour Austin Wiggin, ce sont 3 prédictions que sa mère lui a faites quand il était enfant qui a changé le cours de sa vie. En lui lisant les lignes de la main, la maman d'Austin Wiggin lui avait prédit qu'il épouserait une blonde, qu'il aurait 2 fils après sa Morel, de sa maman, pas de sa femme, et que ses filles formeraient un groupe populaire. Alors lorsque les 2 premiers événements se sont réalisés, Austin Wiggin a tout fait pour que ses 3 filles réalisent la prophétie de sa défunte mère. Dorothy, Betty et Helen Wiggin ont alors reçu une éducation très stricte. Elles ne sortaient pas, n'avaient pas d'amis, allaient encore moins au concert. À vrai dire, plus tard, elles ont déclaré que leur plus grand rêve était de prendre une voiture pour partir n'importe où. Bon, en plus d'être un père très strict, Austin était un peu cinglé, puisque de temps en temps il organisait des séances de spiritisme pour parler à sa défunte maman, séance à laquelle toute la famille devait participer. Alors leurs filles voyaient bien que leur père était chelou, mais elles ne voulaient absolument rien faire pour insulter la mémoire de leur grand-mère, alors elles participaient à ces fameuses séances. Et quand Austin a décidé que les 3 sœurs seraient des rockstars, elles ont joué le jeu. Elles ont été retirées de l'école, ont commencé à apprendre à chanter, à jouer de la batterie pour l'une, de la guitare pour les 2 autres. Problème, les filles ne sont absolument pas intéressées par la musique, leur père non plus, mais lui, il doit accomplir la prophétie. En 68, elle monte pour la première fois sur scène pour un talent show. Les gens se moquent d'elle, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui va décourager Austin Wiggin. Il trouve d'autres dates avec un public toujours plus nombreux, mais les gens sont surtout là pour se foutre de la gueule des Shags. C'est ça le rock'n'roll, c'est parfois compliqué, il faut rencontrer son public. Les Shags finissent par enregistrer un album, Philosophy of the World, et ça donnait ça. My
pal's name is Foot Foot. He always likes to roam. My pal's name is Foot Foot. I never find him home. I go to his house, knock at his door. People come out and say, Foot Foot don't live here no more. Et effectivement, les Shags étaient vraiment nuls. Elles ont continué les concerts pendant quelques années, mais comme d'une part, ça ressemblait évidemment à un dîner de cons, et d'autre part, les sœurs Wiggins devenaient adultes, elles en ont eu marre et ont commencé à essayer de sortir de l'emprise de leur père. Coup de bol pour elles, Austin Wiggins décède d'une crise cardiaque en 75, et les Shags arrêtent immédiatement la musique, se trouvent des petits boulots pour vivre enfin une vie normale. Les Shags auraient pu sombrer dans l'oubli, mais elles sont devenues malgré elles un groupe culte, punk avant les punks, même si elles avaient été surnommées le pire groupe de tous les temps. Quelques artistes, et non des moindres, Frank Zappa ou Kurt Cobain, ont avoué être fans des Shags. Zappa aurait déclaré qu'elles étaient meilleures que les Beatles, et le chanteur de Nirvana classait l'album des Shags à la 5e place de ses disques préférés. En 2001, un tribute album des Shags est paru, ce disque s'appelait évidemment Better Than the Beatles, et il faut savoir que le pressage original de Philosophy of the World, le seul album des Shags, s'échange aujourd'hui autour de $10 000. Take care of yourself.
Fanny, one of the most important female bands in American rock, was buried without a trace. They were one of the finest fucking rock bands of their time in about 1973. They were extraordinary. They wrote everything, they played like motherfuckers, they were just colossal and wonderful, and nobody's ever mentioned them. They're as important as anybody else who's ever been, ever. It just wasn't their time. Fanny, l'un des groupes féminins les plus importants du rock américain, a été enterré sans laisser de traces. C'était l'un des plus grands groupes de rock de son époque, vers 1973. Elles étaient extraordinaires, elles écrivaient tout, elles jouaient monstrueusement bien, elles étaient tout simplement énormes et merveilleuses. Et personne n'en a jamais parlé. Elles étaient aussi importantes que n'importe qui d'autre qui ait jamais existé. Ce n'était simplement pas leur époque. Ça, c'est ce que déclarait David Bowie en 99, alors qu'il tentait de réhabiliter le premier grand groupe féminin rock, un groupe fondé en 1969 par les sœurs Millington, June et Jean. Elles avaient toutes les deux un père GI et une mère philippine. Elles ont d'ailleurs grandi à Manille avant de venir vivre à Sacramento au début des années 60. Alors on l'a vu, il y a eu d'autres groupes de filles avant Fanny, mais pour la première fois, un groupe féminin enregistre un album complet chez une major. Et pourtant ce n'était pas gagné, car en plus du sexisme auquel elles devaient faire face, les sœurs Millington devaient affronter le racisme du public du fait de leur métissage. Elles sont à deux doigts tout abandonnées, quand un certain Richard Perry, oui le même que nous avons déjà croisé pour Goldie and the Gingerbreads, Richard Perry donc remarque Fanny lors d'un concert à Los Angeles, et il est persuadé de découvrir les nouveaux Beatles. Il se dépêche de les faire signer chez Warner Music, puis de produire leurs 3 premiers albums. Fanny rencontre un succès d'estime, comme on dit poliment, mais elles sont adoubées par leur père. Dans leur QG de Los Angeles, viennent pour jamais avec elles Bonnie Raitt, Joe Cocker et Mick Jagger, entre autres. David Bowie envoie une lettre aux filles pour leur dire qu'il est fan et les invite à passer backstage après un concert. Barbra Streisand les embauche pour être le backing band sur son album de 71. Et enfin, elles font la première partie des tournées mondiales de Slade, Jethro Tull et Humble Pie, des groupes ultra populaires à cette époque. Et tout ça sans jouer un seul instant la carte sexy. Malgré cette reconnaissance par les artistes, Fanny ne parvient pas à engranger le succès qu'il mérite. La seule chose qui retient l'attention des médias, c'est que ce sont des filles qui jouent de la guitare. Oh là là, c'est fantastique, mais pourquoi elles ne cartonnent pas? Le rock serait-il macho? Ce qu'elles auraient aimé, c'est seulement qu'on les traite comme un groupe masculin du même niveau, médiatiquement, financièrement, et que la maison de disques ne leur mette pas la pression au niveau de leur tenue ou le fait d'adopter une attitude plus séductrice. We knew we had always to prove we could play and deliver live, otherwise no one would believe it. Nous savions que nous devions toujours prouver que nous pouvions nous produire et jouer en direct. Sinon personne n'y croirait. En 1973, des tensions se font jour au sein du groupe. June Millington quitte le groupe après Mother's Pride, le 4e album, et elle est remplacée par Patty Quattro, ex-Pleasure Seekers. Mais l'expérience Fanny tourne court dès 1974, juste après la sortie du dernier album du groupe. Fanny n'aura donc vécu que 5-6 ans pour 5 albums, mais avant de tomber inexplicablement dans l'oubli collectif, elles vont avoir le temps d'influencer une nouvelle génération de musiciennes, de donner envie à des filles de monter des groupes de rock, de prouver à celles-ci qu'on pouvait écrire des chansons, enregistrer des albums et avoir du succès. Les Runaways de John Jett ou les Bangles ont toujours cité Fanny comme modèle. Et si vous voulez en savoir plus sur Fanny, et franchement ce groupe en vaut le détour, je vous conseille chaudement d'aller voir le documentaire Fanny the Right to Rock, le droit de faire du rock donc, qui est disponible sur YouTube, vous pouvez avoir accès aux sous-titres. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, à Londres, le punk montre le bout de son nez, mais aussi ses crêtes et ses épingles à nourrice, et les filles ne s'en laissent pas compter.
Considérées comme les petites sœurs des Clash, les Slits sont parmi les premiers groupes punk composés uniquement de filles. Elles vont se faire une place parmi le panthéon du mouvement qui a secoué le monde à la fin des années 70. C'est en assistant à un concert de Patti Smith à Londres en 1976 que la petite Ariana Foster décide de monter un groupe punk. Je dis petite parce qu'elle n'a que 14 ans à l'époque. Après tout, c'est ça le mouvement punk, Ce n'est pas parce que je ne sais pas faire que je n'ai pas le droit de faire. Bon, en même temps, elle a un peu ça dans le sang, la petite. Son père est un chanteur allemand qui a eu un peu de succès dans les années 50-60, pendant que sa mère avait eu un pote qui s'appelait Jimi Hendrix et plus tard se remariera avec un certain Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols. Ariana Foster se fait alors appeler Hurry Up, elle rencontre Kat Corris, Suzy Gucci et Palmolive. Avec Palmolive Sensation Printemps, c'est le printemps à chaque vaisselle. Mais non, rien à voir avec la vaisselle. Palmolive, c'est Paloma, une batteuse espagnole qui vit dans un squat avec Joe Strummer, et c'est Paul Simonon, le bassiste des Clash, qui lui a donné ce surnom car elle n'avait pas à prononcer Paloma. Les Slits vont s'embarquer dans le mouvement punk et faire les premières parties de leurs grands copains les Clash, en compagnie des Buzzcocks ou encore des Innocents. Alors rien à voir avec le groupe de J.P. Nataf, mais les Innocents c'est un autre groupe londonien composé de 4 filles et un garçon. D'un style punk très brut mais entraînant, les Slits vont muter doucement mais sûrement vers le reggae et le dub, un peu comme les Clash, tiens. Les Slits défendent clairement les droits des femmes. Dans le premier single Typical Girls que vous venez d'écouter, les Slits vont critiquer la place des femmes dans la société. Typical girls don't think too clearly, don't create, don't rebel. Typical girls stand by their man. Les filles ordinaires ne pensent pas trop clairement, ne créent pas, ne se rebellent pas. Les filles ordinaires restent aux côtés de leur homme. Mais les Slits ne se revendiquent pas ouvertement féministes. Elles se battent contre le chauvinisme mâle comme elles disent. Le line-up est très changeant mais toujours autour d'Hurry Up. Et au bout de 6 ans et 3 albums, le groupe se sépare. Palmolive est parti dès la fin 78 pour rejoindre les Raincoats, un autre groupe punk féminin formé par 2 filles après avoir assisté à un concert des Slits. Gina Birch a vu la lumière en 77 comme l'avait vu Ariana Foster un an auparavant. Les Raincoats au départ un groupe punk, d'accord, mais un groupe punk avec une violoniste, comme vous avez pu l'entendre dans cet extrait de No Side to Fall In. Les attaques n'a rien inventé. Le premier album éponyme sort en 79, pas un succès commercial, vous en doutez, mais un album qui laissera une trace indélébile pour toute une génération. Ce disque est d'ailleurs classé 398e dans la liste des 500 plus grands albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Lors de sa réédition en CD en 93, un certain Kurt Cobain écrit lui-même les petites notes qu'on retrouve à l'intérieur de la pochette. Le deuxième album Audi Shep sort en 1982, et comme les Slits, les Raincoats changent complètement de style. Les influences sont diverses, on entend des accents de folk britannique, des percussions polyrythmiques, un peu de free jazz et des incursions dans ce qu'on appelait alors la world music. On est alors assez éloigné du rock et pour une raison toute simple. The basic theme in rock and roll is what goes on between men and women. Rock and roll is based on black music, and it's based on the exclusion of women and the ghettoization of blacks, which is why we want to put a bit of distance between what we do and the rock and roll tradition. Le thème de base du rock'n'roll est ce qui se passe entre les hommes et les femmes. Le rock'n'roll est basé sur la musique noire, il est basé sur l'exclusion des femmes et la ghettoisation des noirs. C'est pourquoi nous voulons mettre un peu de distance entre ce que nous faisons et le rock'n'roll traditionnel. Et donc les Raincoats, comme les Slits, Patti Smith, John Jett, Siouxsie Sioux, Chrissy Hynde et ses Pretenders ou encore Kim Gordon au sein de Sonic Youth, bref, toutes ces rockeuses vont être des modèles pour tout un tas de musiciennes à la fin des années 80, début des années 90. On va alors voir apparaître la troisième vague du féminisme. Ce mouvement né aux USA combine à la fois féminisme donc, mais aussi musique punk et revendications politiques. Le discours féministe va se propager en tous les USA et le Royaume-Uni au travers de fanzines et d'une multitude de groupes composés uniquement de femmes. On va les appeler les Riot Girls. Qui de mieux que les Bikini Kill pour définir ce qu'était ce mouvement? Because we girls want to create mediums that speak to us. We are tired of boy band after boy band, boys in after boys in, boy punk after boy punk after boy. Because we need to talk to each other. Communication and inclusion are key. We will never know if we don't break the code of silence. Because in every form of media, we see ourselves slapped, decapitated, laughed at, objectified, raped, trivialized, pushed, ignored, stereotyped, kicked, scorned, molested, silenced, invalidated, knifed,
shot, choked and killed. Because a safe space needs to be created for girls where we can open our eyes and reach out to each other without being threatened by this sexy society and our day-to-day bullshit. C'est parce que nous, les femmes, voulons créer des choses que nous aimons. On en a marre des boys band après boys band, des fanzines de mecs après fanzines de mecs, des punk mecs après punk mecs, parce qu'on a besoin de parler. La communication est la clé. On ne saura jamais si nous ne brisons pas nos chaînes. Parce que dans tous les médias, on se voit frappé, décapité, moqué, humilié, bafoué, ignoré, stéréotypé, invalidé, molesté, poignardé, étranglé et tué. Parce qu'un lieu de sécurité doit être dédié aux femmes, là où nous pourrons ouvrir les yeux et se confier les unes aux autres sans être menacés par cette société sexiste et toutes ces conneries du quotidien. Alors qui sont les Bikini Kill ? Le groupe est formé par Kathleen Hanna, Cathy Wilcox et Toby Vell, toutes trois étudiantes au sein de l'université Evergreen à Olympia dans l'état de Washington, et se lancent dans la rédaction d'un fanzine qui va s'appeler Bikini Kill. Progressivement, le fanzine va se transformer en groupe punk. En plus de ses études, Kathleen Hanna travaille dans un centre d'accueil de femmes victimes de violences conjugales et de viols. Autant dire qu'il n'est pas très étonnant que les chansons qu'elle écrit soient résolument féministes. Ce qui va évidemment attirer au groupe l'hostilité des machos en tout genre. Lors des concerts, elles reçoivent des insultes et des projectiles de la part d'une partie du public. Bikini Kill was very vilified during the 90s by so many people and hated by so many people. And I think that's been kind of written out of the history. People were throwing chains at our heads. People hated us. And it was really, really hard to be in that band. Bikini Kill a été vilipendé pendant les années 90 par tant de gens et détesté par tant de gens. Et je pense que cela a été un peu effacé de l'histoire. Les gens nous jetaient des chaînes à la tête, ils nous détestaient et c'était vraiment, vraiment difficile dans ce groupe. Parallèlement au Bikini Kill, un peu plus au sud mais toujours sur la côte ouest, le groupe Bratmobile vit un peu la même histoire que les Bikini Kill. Alison Wolf, originaire justement d'Olympia dans l'état de Washington, c'est important pour la suite, et Molly Newman de Washington, mais d'ici cette fois, sont voisines de chambre à l'université de l'Oregon. Elles sont toutes les deux issues de familles d'activistes, elles aiment toutes les deux le punk et le hip-hop et décident de créer un fanzine féministe, Girl Germs. Contrairement aux filles de Bikini Kill, c'est un peu par hasard et par accident que Wolf et Newman vont monter un groupe. Un jour, un ami musicien indie de la scène d'Olympia, dans l'état de Washington donc, leur propose de monter sur scène lors d'une soirée organisée le soir de la Saint-Valentin 91. À l'affiche du concert, un groupe de mecs, Some Velvet Sidewalk, et un groupe féminin, Bikini Kill justement. Wolf et Newman annoncent tout de suite à leurs potes, elles sont un faux groupe puisqu'elles ne savent jouer d'aucun instrument. Pas grave, on va vous prêter du matos, un lieu pour répéter, vous écoutez les Ramones et le tour est joué. Something in me clicked. Like, okay, if most boy band rock bands just listen to the Ramones and that's how they write their songs, then we'll do the opposite. And I won't listen to any Ramones and that way will sound different. Quelque chose en moi a fait tilt. Si la plupart des groupes de punk rock écoutent les Ramones et écrivent leurs chansons comme ça, on va faire l'inverse. Je n'écouterai pas de Ramones et comme ça, on raisonnera différemment. Maline les nénettes. C'est comme ça que Bratmobile va rencontrer les membres du Bikini Kill, sympathiser et monter un nouveau fanzine qui va s'appeler Riot Girl tout simplement. Et c'est ce fanzine qui va donner son nom à ce nouveau mouvement féministe. De très nombreux groupes féminins vont naître de ce mouvement, certains vont même devenir populaires comme Sleater-Kinney, L7 ou encore Hall avec Courtney Love, même si cette dernière a toujours souhaité ne pas être considérée comme une Riot Girl. Et il y avait aussi les Breeders évidemment, un groupe fondé par Kim Deal des Pixies. Les Breeders qui il y a 30 ans tout juste sortaient ce qui est aujourd'hui un énorme classique.
song. I'm the last I'll be whatever you want. The funk in this reggae sound. Ce qui a entre guillemets tué ce mouvement musical qui commençait à atteindre le grand public, on était en pleine époque du grunge, je vous le rappelle, c'est l'arrivée des Spice Girls et leur girl power synonyme de féminisme plus léger, plus festif, moins dangereux finalement. Pour cette dernière partie de l'émission, on va évoquer quelques groupes du 21e siècle. On va démarrer avec les Plasticines. Alors avec le renouveau du rock engendré par les White Stripes ou les Strokes au début des années 2000, une nouvelle génération de rockers va émerger en France, poussée notamment par Philippe Manœuvre, qui organise des concerts à Paris afin que tous ces nouveaux groupes puissent se faire connaître. C'est ce qu'on va appeler les bébés rockers. Leurs têtes d'affiche seront les Bébés Brunes, Nast, les Sheds et les Plasticines donc. Les Plasticines, ce sont d'abord Cathy Bénard et Marine Neuilly qui se rencontrent au lycée. Elles se rendent compte qu'elles aiment toutes les deux les Strokes, les Libertines, les Ramones. Et voilà, elles décident de monter un groupe comme beaucoup d'adolescents, sauf que pour elles, ça a marché assez vite. En 2006, à peine un an et demi après avoir formé la bande au complet, les Plasticines enregistrent 2 titres qui figurent sur la compilation Paris Calling, Check and Wreck. Tout s'accélère encore, Indochine repère le groupe et les invite à faire plusieurs premières parties. Rock & Folk les met en couverture, les Plasticines sont invités au Grand Journal, chez Laurent Ruquier ou dans Taratata. Le premier album sort en 2007 avec un single qui marche pas mal. Tu n'es qu'un loup, tu n'es qu'un loup, Sarah, tu n'es qu'un loup, tu n'es qu'un loup, Sarah, méfie-toi, loser, trop d'arrogance en toi, loser, tu n'es plus qu'un marois, loser, ça ne m'intéresse pas. Elles auront même une carrière en Amérique, nos petites françaises. Elles vont jouer à Coachella en 2008, bon d'accord, pas sur la grande scène, mais quand même. Leur deuxième album sort aux USA en 2009, une de leurs chansons fait partie de la BO de Gran Turismo 5, et les Plasticines auront même l'occasion de se produire Roxy, un des clubs les plus célèbres du Sunset Strip de Los Angeles. Bref, les Plasticines vont continuer leur petit bonhomme de chemin jusqu'en 2015, enchaînant les concerts en France ou à l'étranger, enregistrant un 3e album, un EP de reprise en collaboration avec Paco Rabanne, la marque, pas le couturier en personne. Bien sûr, je suis un couturier, donc un allumé, un illuminé. Donc ne me croyez pas, c'est pas la peine de me croire. Un titre pour une pub Yves Saint-Laurent, le générique d'un programme court pour Disney Channel, et récoltant au passage une nomination Victoire de la musique dans la catégorie Révélation scène. Tout semble aller pour le mieux pour les Plasticines, qui malgré tout décident de faire une petite pause d'1 an début 2016. Pause qui est malheureusement toujours d'actualité aujourd'hui. Toujours chez nous, on peut aussi signaler Ellie J, Lucie, Elisa et Juliette, dont les 3 initiales forment le nom du groupe. Désormais toutes les 3 trentenaires et avec une formation classique, mais qui ont opté pour la pop, voire le hip-hop de temps en temps, il y a 10 ans maintenant. Une victoire de la musique en 2017, des collaborations en tout genre, soit avec des artistes ou pour faire des bandes originales de films, des concerts un peu partout à travers le monde. Ça marche plutôt bien pour les filles d'Ellie J. Alors puisqu'on parlait tout à l'heure du renouveau du rock au début des années 2000, sous l'impulsion entre autres des White Stripes, je me dois de signaler Deep Valley, le duo formé par Lindsay Troy à la guitare et Julie Edwards à la batterie. Alors quand on écoute leur musique, on ne peut absolument pas imaginer un seul instant qu'elles se soient ancrées dans un cours de crochet dans lequel Julie Edwards était prof. Mais c'est bien le cas. Méfiez-vous jeunes gens, le rock'n'roll c'est comme le chien dent, il peut pousser n'importe où. Mais pour finir, on va écouter les nouvelles reines de la folk et de l'americana. Pourtant, elles n'ont rien d'américaine puisqu'elles nous viennent de Suède. Ce sont les 2 sœurs Söderberg qui officient au sein du groupe First Aid Kit. On écoute un titre de leur dernier album. Where are we going? Something you asked me while time was flowing like a river and we had it coming. We saw the sunsets, we saw the night turn. It was a safe bet.
How can a lifetime fit in an hour? The sky had opened up, then came the showers, and we stopped at some motel with paper-thin walls and floral linens and a Bible in the drawer. We played wild horses on the car stereo. You prefer the Rolling Stones, and I like Grams. We passed a canyon, we passed a fire brigade, headed up the mountains. They set the woods ablaze, and then we got hungry. Stopped at a diner, you flirted with the waitress, and I didn't even care. Where do you go to when you look past me? Do you see yourself miserable and free? Such a strange notion to see you clearly when love's shadow stood up and left the room. We played wild horses on the car stereo. You prefer the Rolling Stones, and I like Grams. I hate a we've become spoken like an absolute. Just listen to you speak. There was nothing to dispute. I guess something shifted. I guess something died. Thought I couldn't change it, so I didn't even try. We played wild horses on the car stereo. You prefer the Rolling Stones, and I like Grams. You know I can't let you slide through my hands. You prefer the Rolling Stones, and I like Grams. Et voilà, le 5e numéro de Ce n'est que de la musique est terminé. Mais avant de vous quitter, je tiens à évoquer le mouvement lancé par Lola Frichet, la bassiste du groupe de punk metal Pogo Car Crash Control. Alors ce mouvement s'appelle More Women on Stage, et le but de ce mouvement c'est de promouvoir et faciliter l'accès des femmes au milieu de la musique, soit sur scène ou backstage. Alors les femmes représentant 50% de l'humanité, c'est vraiment dommage de se priver de 50% de potentiel de talent dans la musique. Voilà, j'attends vos réactions à cette émission par mail à ce n'est que de la musique @gmail.com, ce n'est que de la musique tout attaché, pas d'apostrophe, ou sur notre page Instagram @ce n'est que de la musique, ou encore sur la page Facebook du podcast. Pour les moins jeunes d'entre vous, je remercie encore une fois Mélanie dont vous entendez la voix lors de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un numéro de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Allez, dans la paix du rock'n'roll, et comme disait l'autre, good night, sleep tight.